Fait que là, on a regardé juste une petite première lettre d'un fonctionnaire. Vous avez vu comment ils se protègent, les petits fonctionnaires? Ils se protègent, eux autres, ils niaisent pas. Mais attendez, c'est pas tout. Gaston, il revient. Gaston Lagaffe, il revient. Hey, Gaston, là, il en fait des affaires, lui, Gaston, c'est effrayant. Attends, madame. Ah, puis celle-là est bonne. Celle de Marc Dionne. Attendez, on va parler de celle de Marc en premier. Petit Marc, là. Petit Marc Dionne, là, c'est le champion. C'est le meilleur de tout. Puis là, vous allez comprendre. Marc Dionne, le 14 mars. 14 mars 2020. Il n'est pas encore arrivé le 14 mars 2021. Donc, c'est une journée après l'annonce du premier ministre de la pandémie. 14 mars. Il écrit encore à Horatio. Alors, tous ces gens-là qui écrivent à Horatio sont à l'INSPQ. Horatio, il me fera plaisir de te donner tout le soutien dont ton équipe a besoin. Avait besoin, c'est-à-dire. Tu fais un excellent travail. Il n'a même pas commencé à travailler, mais on lui dit qu'il fait un excellent travail. Hey, il n'a même pas fait encore une conférence de presse, puis on lui dit qu'il fait un excellent travail. Mais c'est ça, les fonctionnaires, ça se protège entre eux autres. Ça s'écrit des petites lettres, des petites notes. Laisser des traces. C'est important de laisser des traces. Parce que si tu ne laisses pas des traces, à un moment donné, tu te fais pogner dans l'étau. Puis là, Horatio dit, j'ai demandé, puis il ne l'a pas fait. Puis toi, le fonctionnaire, ben, il n'a pas écrit de lettre, ça fait qu'il ne s'est pas protégé, ça fait qu'il se fait pogner dans l'étau. Fait que le fonctionnaire, ce qu'il a appris, c'est qu'à toutes les fois qu'il fait quelque chose avec un collègue, il faut qu'il le confirme dans une note. Puis si le fonctionnaire il est bien intelligent, là, il va faire bien mieux que ça. Il va l'imprimer, la note. Parce qu'il n'a absolument pas confiance à l'informatique. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un vient, il rentre dans le disque dur, puis il wipe out tous les courriels. Puis bye-bye Charlie, il n'y a plus de courriels. Fait qu'il fait exactement comme Hillary Clinton. Il se fait un petit registre à part pour garder ses courriels, pour être certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le pogner au jeu. Mais attendez de voir ce qu'il a écrit. Tu fais un excellent travail. La voie pour bien gérer cette crise est étroite. Il faut agir rapidement et efficacement sans céder et créer la panique. La panique. C'est exactement ce qu'ils ont fait le 13. Ils ont créé une panique générale. Le monde a paniqué. Les employés sont sortis des CHSLD. Ce fonctionnaire-là, là, il l'avait compris, la patente, lui. Il avait compris qu'il ne fallait pas créer une panique. Le premier ministre, écoutez la conférence du 13, juste pour le fun, là, et sur le site de l'Assemblée nationale, celle-là. Puis ils allaient voir ça, comment ils ont fait peur au monde. Puis ça a continué après. Puis encore aujourd'hui, on va sauver des vies. C'est dangereux. Les gens qui vont en vacances, c'est épouvantable. Les gens qui se rencontrent à la maison, aussi c'est dangereux, hein, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une panique dans la population, alors qu'il y a un fonctionnaire qui lui dit qu'il ne faut pas faire ça. Il l'écrit. Il est actuellement super important de savoir comment la transmission se fait et la contrôler sans céder à la panique d'un RO, je ne sais pas ce que ça veut dire, inéluctablement. Marc. Alors, c'est ça qui écrit Marc à Horatio. Alors, Marc écrit ça à Horatio. Un autre lettre. Hey, je n'ai pris juste 3. Il y en a à peu près 130 lettres. Fait qu'imaginez-vous comment on va avoir du fun avec les prochaines, parce que ça fait rien de commencer. Mais attendez de voir celle-là. Là, c'est Gaston Lagaffe. Gaston écrit à Horatio. Public, ces documents-là, on diffame personne, là, on fait juste rapporter des faits. C'est important de rapporter des faits parce qu'on ne se plante jamais avec ça. Alors, Gaston écrit à son ami Horatio le 20 mars 2020 à 13h59. Mais moi, j'ai une autre lettre, là, je ne l'ai pas amenée avec moi, mais il y en a une qui est plus vieille que ça. Tantôt, je vais aller dans mon ordi. Je ne pourrais pas vous la montrer, mais je vais vous la lire. Alors, c'est envoyé à Horatio Arruda, mais là, le fonctionnaire, là, il n'a pas pris de chance. Il l'a envoyé à Marc, qu'on a parlé tantôt, Marc Dionne. Il l'a envoyé à Yves Jalbert,
à Jocelyne Sauvé, je ne sais pas c'est qui, c'est tout du monde de l'INSPQ, puis ils ont fait une copie conforme à Patricia Hudson de l'INSPQ. Ray Coronavirus. The Hammer and the Dance. Ça veut dire quoi, ça, The Hammer and the Dance? Hein? Vous vous posez la question, ça veut dire quoi, hein, cette patente-là, gosse? C'est une patente. Thomas Pouillot, médium. Cherchez ça sur Internet, ce monsieur-là. 37 ans, Master en Engineering. C'est lui qui a fait la recette que vous entendez à tous les jours dans les conférences de presse. Ça vient de lui, la recette. C'est exactement de lui que ça vient. Tout est écrit dans son document avec des graphiques à l'appui. Je vais vous le mettre sur Internet, là. Essayez pas de le chercher, je vais vous le mettre, ça va être plus simple. Tantôt, là, quand je vais arrêter ma vidéo, je vais vous mettre le lien pour le fameux document qui s'appelle The Hammer and the Dance. Et qu'est-ce qui écrit notre petit ami Gaston? Cet article est excellent et résume tout à fait les aspects épidémiologiques. Puis vous vous rappelez, je vous ai dit que le gars, c'était un master en engineering, là. Le gars, il fait des applications. C'est un multimillionnaire qui fait des applications. D'où c'est qu'il sort, je ne le sais pas. Mais il y a bien du monde qui l'ont écouté. Puis curieusement, dans ce document-là, il ne parle pas de la Suède. Mais plus tard, il va faire un document sur la Suède que j'ai trouvé sur Internet. Alors là, il dit « Cet article est excellent et résume tout à fait les aspects épidémiologiques importants. Le plan de route pour les prochains mois. » La recette, le scénario de film. C'est un vrai scénario de film qu'on est dedans. La seule chose qu'on n'a pas encore, c'est la fin. Mais on a toute l'histoire au complet. Tout ce que vous vivez actuellement, là, c'est tout marqué là-dedans. Ça vient de ce document-là, puis d'un document antérieur du 10 mars. C'est assez grave à votre goût? On a regardé ça. Horatio a regardé ça, puis toutes les expressions d'Horatio, flatten the curve, c'est drette là-dedans. La deuxième vague, c'est là-dedans. Cette patente à gosse-là, c'est aussi là-dedans. Tout est là-dedans. Vous gardez à la maison, c'est là-dedans. Vous isolez, c'est là-dedans. Tout est là. La recette est là. C'est un mode d'emploi. Ce monsieur-là, là, je l'ai vu dans une interview de la télé indienne pendant 30 minutes. La recette est toute dans ce document-là. Quand vous allez le lire, là, vous allez tomber, comme je vous ai dit, en bas de votre chaise. Vous allez vous demander, ben voyons donc, ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. C'est ça qui nous arrive actuellement. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de notes. Il n'y a pas besoin de notes, ils ont une recette. En tout cas, ça apparaît actuellement. Ce document-là, il apparaît actuellement, comme vous avez vu, d'un document officiel qu'un fonctionnaire a fait pour se sauver le derrière. Parce qu'il fallait qu'il reste une trace de ça. Ouais. The Hammer and the Dance. Et ça, vous allez le voir tout au courant du... quand vous allez lire le document, vous allez voir, il y a une traduction en français qui est faite par un docteur qui a un nom québécois. Puis moi, je me suis arrêté à regarder où est-ce qu'il a travaillé. Il a travaillé, entre autres, pour Montérégie, là, le CI3S Montérégie. Il a travaillé pour les Indiens dans le Nord, pour les Cris. Puis lui, il a traduit ce document-là. OK? Fait qu'il y a plusieurs stratégies à l'intérieur de ça. Il y en a une qui s'appelle la stratégie d'atténuation. C'est ce qu'on a vécu dès le départ, l'aplatissement de la fameuse courbe. La stratégie de l'immunité collective. Vous vous rappelez de ça? Le 23 avril 2020, le premier ministre nous a donné un cours de médecine là-dessus, médecine 101, le docteur Legault. Oh, en passant, le docteur Legault. En parlant du docteur Legault, je me suis arrêté à penser à ça.
Puis peut-être que vous autres aussi, vous vous êtes posé la même question. Il est bien coiffé, hein? C'est qui coupe les cheveux? Tous les salons de coiffure sont fermés. Sa femme aussi est bien coiffée. C'est qui coupe les cheveux? Puis Chris Dubé. Puis l'autre madame qui était là, vous savez, la madame là, de la santé publique là, qui est venue nous donner un cours, c'est qui a fait ses cheveux? Tout le monde qu'on voit dans ces réunions-là sont tous hyper bien coiffés. Puis là-dedans, il n'y a pas juste des petites jeunesses, là, qui ont des cheveux bien tendus. Ou bien non, ils ont bien de la dextérité pour se faire les cheveux. Ou bien non, ils ont du monde qui leur font les cheveux. Si vous avez la réponse, je vous la donnerai. On continue. Donc, lui, il a parlé de la stratégie de l'atténuation, la stratégie de l'immunité collective, puis la stratégie de la suppression. Ça, on a vécu ça aussi, là où on va essayer d'aplatir le plus possible la curve. Donc, mais dans ce document-là, qui date du mois de mars de 2020, mars 2020, mars 2020, date où on déclare la pandémie. Il dit qu'il existe des cures et il donne un médicament. Savez-vous c'est quoi le nom? Hey, je veux le nom. Je fais une gageure que personne ne sait le nom. Y a-tu quelqu'un là? Éric, Nicolas Haché, Robert Tremblay, Cindy Leclerc, c'est quoi le nom du médicament? Qu'au mois de mars, ce monsieur-là connaissait. C'est quoi le nom? S'il vous plaît, donnez-moi le nom. Je suis sûr que vous le connaissez. Quelle était la médication connue au mois de mars dans le document, la recette du monsieur? Savez-vous c'est quoi le nom du médicament? Sylvain Lecourt. La réponse, il l'a, l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine était connue, était dans la recette de ce monsieur-là, dont l'article a été transmis par Gaston Desserre à Horacio Arruda. Un excellent résumé tout à fait les aspects épidémiologiques importants, le plan de route pour les prochains mois, Horacio. Au mois de mars, on connaissait ça. Mais il va encore plus loin. Il dit dans 2 mois, il va avoir un nouveau médicament. Inconnu au moment où il fait le chose. Mais il sait qu'il va en avoir un. Ben oui, c'est le Remdesivir. C'est ça que c'est passé. C'est pour ça que les Français sont attaqués à la chloroquine. Tout ça, c'était connu le jour 1, puis on a laissé mourir des gens. Tout ça, c'était connu. Puis c'est un master en engineering qui a donné un cours au Doc Arruda. Aïe aïe. Pouf. Fait que je pense qu'on en a pas mal assez pour asseoir. Mais je vais peut-être revenir tantôt avec vers 7h30 avec notre amie Julie Lévesque. On était censé faire un direct, puis comme j'avais pas eu de nouvelles avant de commencer mon live, elle m'a écrit en passant. En passant, le premier ministre, il a promis qu'il serait vacciné, mais pas tout de suite. Il laisse la chance aux autres avant. Là. Il veut voir s'il n'en crèvera pas, là, il check ses cobayes. Il dit qu'il est sécuritaire et efficace. C'est pas tout, François, de nous dire qu'il est sécuritaire et efficace. Faut que tu nous donnes les contre-indications pour que les gens puissent prendre une décision libre et éclairée. Pas tu dis, venez vous faire vacciner, là. Parce que là, ça, c'est trop facile, là, et parce qu'à chaque fois, les infirmières vont être obligées de répéter toujours la même maudite affaire à tout le monde. Fais-nous donc un cours vaccin 101 avec un docteur. Fais venir la petite madame de l'autre fois, là. Elle va nous faire un cours on va nous faire un cours de vaccin.
puis elle va nous expliquer c'est quoi les pour, puis elle va nous expliquer c'est quoi les contre. Puis là, après ça, tu pourrais dire aux gens d'aller se faire vacciner, mais dis-nous pas qu'il est sécuritaire. Fais juste nous donner un cours, puis nous dire pourquoi il est sécuritaire. Trop facile de lancer des paroles en l'air. François, tu lances des paroles en l'air depuis le jour 1. Le monde t'écoute religieusement, mais à un moment donné, quand ils vont arrêter de t'écouter, tu vas voir ça que ça sera plus drôle, ton affaire. Fait que là, arrête de lancer des paroles en l'air, puis donne-nous un cours 101 sur le vaccin que tu as acheté de la compagnie Pfizer, puis l'autre de Moderna. On veut-tu savoir c'est quoi? Donc, le vaccin, il dit... Oh oui, ça, c'est la dernière affaire que je vais vous dire. Ça, c'est le fun en tabarnouche. Il nous a dit dans la conférence de presse d'hier, si je ne me trompe pas, la situation est critique dans 4 quartiers de Montréal. 4. Ailleurs au Québec, somme toute, c'est assez parfait. Pourquoi faire qu'on est enfermé partout? Qui lock down la ville, là, ferme tous les ponts, qui les mettent en confinement, toute la ville de Montréal au complet, puis que le restant du monde continue à faire leur vie. On peut-tu faire ça, François? Tu nous dis que c'est correct partout au Québec. C'est correct en Gaspésie, c'est correct à Baie-James, c'est correct en Abitibi-Témiscamingue, c'est correct à Gatineau, à Hull, c'est correct en Estrie, c'est correct en Montérégie, mais il y a 4 places problématiques que tu nous dis qu'il y a 450 cas par 100 000 habitants. En Suède, ils ne ferment rien, puis ils en ont 750 par 100 000. Mais en tout cas, moi, je te suggère de fermer les 4 quartiers. Ils sont tous à la même place. Facile. Tu n'as même pas besoin, en théorie, de fermer les ponts. Tu pourrais même mettre des gardes, là, mettre des checkpoints Charlie. Puis le monde, il pourrait aller travailler dans les usines, puis après ça revenir. Mais tous ceux qui restent dans ces quartiers-là, tu les enfermes tous. Puis là, tu prends tes responsabilités. C'est là que tu prends tes responsabilités. Mais là, ce que tu es en train de faire, François, là, tu es en train de détruire une industrie que tu as toi-même créée ici au Québec, qui est l'industrie de l'aviation. Tu es en train de détruire cette industrie-là. Pour quel motif, je ne le sais pas. Je ne sais pas vraiment où tu t'en vas. Il y a des moyens de tester les gens avant de partir, puis en revenant avec des tests rapides. Puis il y a certains pays qui disent on va vous garder 7 jours en quarantaine, pas 14. Puis ils les gardent dans des hôtels. Les gens arrivent, puis ça se passe dans les pays d'Asie. OK? Parce que justement, dans la fameuse recette, on en parle aussi des pays d'Asie. On connaissait déjà la réponse avant que ça arrive, imaginez. Fait que tu mets ce monde-là dans les hôtels qui reviennent de voyage. Fait que les gens savent, quand ils achètent un voyage, la chambre d'hôtel est déjà réservée. C'est les voyageurs qui la payent. Donc, s'ils s'en vont pour 3 semaines, ils savent qu'ils vont se taper un séjour dans un hôtel autour de l'aéroport. Des hôtels où le confinement peut se faire et l'industrie va bien se porter. Là, ce qu'il faut que tu fasses, François, là, c'est que tu libères les gens. Parce que les gens commencent à en avoir plein le pompon. Tes croyants, même, commencent à être hyper tannés. Très tannés. Puis moi, je peux te le dire parce que j'en connais plusieurs de tes croyants avec qui je parle. Puis je les respecte, ces gens-là. Parce que ces gens-là, là, ils ont peur. On a créé un système de terreur. On a fait peur aux gens. Puis c'est pas correct ce que tu as fait à la population. J'y respecte, moi, les croyants. Puis je vous le dis, tout le monde là, qui m'écoutait ce soir. Puis je vous le répète encore une fois, c'est pas une bonne idée de se chicaner. Puis aujourd'hui, j'écoutais, en fait, pour vous faire un parallèle avec la chicane, j'ai écouté le premier ministre, pas le premier ministre, mais le président Trump, qui a quitté la Maison-Blanche aujourd'hui, qui a fait un discours qui était court, qui allait droit au but et qui n'était pas revanchard, mais loin de là. Il a dit à ses collègues, voici les clés, on a réussi quelque chose, vous avez juste à le continuer. Là, j'ai trouvé que Donald Trump était devenu un homme différent.
Il a fait des choses quand même surprenantes pour les États-Unis. Il avait sa façon d'être. Je l'ai détesté comme la plupart des Québécois parce que les journalistes me l'ont fait détester. Mais à un moment donné, j'ai appris à voir ce que l'homme avait fait. Il n'a pas juste fait des mauvaises choses. Clinton n'a pas juste fait des mauvaises choses aussi. Il en a fait des mauvaises qu'on connaît, mais il en a fait des bonnes. Chaque président fait son lot d'erreurs. La seule distinction, c'est que Donald Trump avait son franc-parler et était un gars qui était proche de sa base, alors que les démocrates sont loin de leur base. Moi, ce que je vous dis, c'est rapprochez-vous des gens, respectez-vous. Aujourd'hui, je parlais avec un ami de Vancouver, puis elle croyait encore à ça. J'ai dit, écoute, je respecte ce que tu penses, je vais te demander de faire un effort. Puis j'ai fait ça avec 2 personnes. En fait, hier, je l'ai fait avec l'ancien maire d'une municipalité que j'ai représenté comme avocat. Et je lui ai dit, écoute ça. Écoute le docteur Raoult, puis donne-moi-en des nouvelles. C'est 3 heures, je vous demande juste de faire cet effort-là. La fille de Vancouver, c'est une Française, donc elle a encore son passeport européen. Et puis l'autre, c'était le maire d'une municipalité ici locale que j'ai représenté à l'époque pour un recours en diffamation. Okay? Il était poursuivi par un des employés municipaux et moi je l'ai défendu et on a fait un recours en diffamation qui s'est soldé par un règlement hors cours. Alors ce que je vous demande, c'est gardez votre calme, on va s'en sortir. Le chemin va être long parce que l'élection américaine va nous amener une problématique supplémentaire. On a un président qui croit fermement aux mesures sanitaires, au même style que les Français puis les nôtres ici au Canada. Donc, on va se retrouver avec une problématique supplémentaire. Le chemin n'est pas gagné encore. Il y a un virus qui court, il ne faut pas nier l'existence d'un virus. Mais comme les gens du Suède vous ont dit, ce n'est pas de la distanciation sociale qu'on veut. C'est de la distanciation physique. Rappelez-vous de la différence entre les 2 mots. La distance physique n'a rien à voir avec la distance sociale. Très mauvaise expression de parler de distance sociale. Parce que c'est une distance physique qu'on vous demande. On veut que vous preniez soin de vous. C'est ce que le gouvernement vous demande depuis le début. Est-ce qu'il prend le bon chemin pour arriver à ses fins? Moi, je crois sincèrement que non. Le gouvernement limite nos droits civils de façon absolument... Moi, je vous dis que c'est mon opinion, c'est une opinion juridique que je vous donne. Ce n'est pas un jugement. Il faut faire la distinction entre un jugement d'une cour et un avocat qui vous dit que vous avez raison. Moi, je vous dis que les mesures qui sont prises actuellement ne sont absolument pas proportionnelles à la menace que nous vivons. Le gouvernement n'a pas fait la preuve de cette proportionnalité-là depuis le jour 1. OK? Cette preuve-là n'a pas été faite. Et comme la preuve n'a pas été faite, ça rend les mesures qu'ils prennent, selon moi, nulles et non avenues, comme anticonstitutionnelles. Mais ça, c'est une opinion. Puis vous ne devez pas prendre ça pour du cash puis dire, demain matin, j'enfreins la loi. Non, vous avez l'obligation de respecter la loi. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez écrire, comme je vous ai dit, à vos députés, inonder les boîtes de courriel, ou vous faites comme l'avocat de Gatineau, vous prenez un recours en contrôle judiciaire. Mais placez-vous pas dans une situation d'infraction. Hier, un ami à moi qui est policier, je ne vous dirai pas de quel corps policier, au retour de son corps de travail, à minuit, s'est fait arrêter par 2 autres policiers d'un autre corps policier. Puis, le policier en question, il a répondu au policier que lui, il n'allait pas tomber sur la tête du monde pour le plaisir. En fait, il y a des véhicules qui ne vont même pas intercepter. Comme les camionneurs, là. Ils ne s'arrêtent même pas à regarder. C'est le gars qui est dans le truck fait un service essentiel parce que ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils doivent faire des choix dans des interventions parce qu'ils ne sont pas beaucoup de policiers sur la route. Donc, essayez de faciliter la tâche des gens. On n'a pas le droit de sortir.
c'est pas correct. C'est une mesure qui est absolument anticonstitutionnelle, selon moi, qui n'est pas réfléchie. Il n'y a aucune science derrière ça qui établit que le couvre-feu vaut la peine. Et la preuve, c'est qu'on nous a dit que tout s'était fait dans les parties à la maison. Puis après ça, c'est les voyageurs. Puis après ça, c'est ici. Puis après... Il y a tellement de contradictions dans le discours du premier ministre qu'on s'y retrouve même plus nous-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas sortir. Puis les policiers, ils n'ont pas le goût de vous arrêter. Il y en a plusieurs qui n'ont pas le goût de vous arrêter, mais ils n'ont comme pas le choix parce qu'ils sont surveillés, eux autres aussi, là, dans leur travail. Dites-vous une chose, qu'un policier, il faut qu'il fasse sa job. Ça ne tente pas de faire ça, là. Ça ne tente pas du tout. Fait qu'essayez de vous placer, de ne pas vous placer dans une situation où ils vont être obligés d'intervenir. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vous donne, les policiers font un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qui est contradictoire tout le temps. Puis là, vous allez essayer de gagner votre point. Vous pouvez dire que vous faites un job essentiel ou quelque chose du genre. Puis si à partir du moment où il a décidé, lui, qui a pris sa décision, qu'il ne vous croit pas, vous n'avez pas le choix. Donnez-y votre identité. Faites pas une chicane pour le plaisir de faire une chicane. Prenez votre ticket. Puis là, vous avez vos motifs parce que vous venez de dire aux policiers que vous faisiez un travail essentiel puis qu'il ne vous a pas cru ou que vous alliez chercher quelque chose pour un copain, un bien essentiel que vous deviez avoir absolument, par exemple, à la pharmacie ou tout ça. Donc, vous avez une défense valable qui est une défense en fait. Mais il y a aussi les défenses en droit. Mais celle-là, c'est celle que je vous ai expliquée tantôt, mais vous ne devez pas enfreindre une règle parce qu'il y a un avocat qui vous dit que lui pense qu'en droit, c'est pas valide, là. Parce que la loi est présumée valide. Il faut vous rappeler du principe que c'est présumé valide jusqu'au jour où un tribunal va la déclarer invalide. Si vous voulez sortir le soir absolument, ben il faut le faire pour des besoins essentiels. Des besoins vraiment essentiels. Ça a été expliqué par la ministre de la Sécurité publique. Donc, je vais continuer à faire le tour des fameux documents. Parce que figurez-vous que cette demande d'accès à l'information qui a été faite, là, on va revenir à la demande d'accès à l'information dans laquelle on a trouvé le fameux document qui s'appelle The Hammer and the Dance. Ça, c'est une demande d'accès à l'information qui a été faite dernièrement. Ça fait pas longtemps qu'elle a été faite, quelque chose comme au mois de novembre. Moi, là, je suis bien curieux de savoir qui l'a fait. Puis pourquoi il l'a fait. Puis pourquoi c'est André Lafrance qui ne l'a pas fait, qui vous dit ça à soir? Ça, c'est un peu curieux, ça. Ça, c'est le mystère de boule de gomme enrobé d'une devinette. Il y a quelqu'un qui a fait une demande d'accès à l'information dans laquelle il y a des trésors, puis qui ne les a pas divulgués. C'est un journaliste qui l'a fait, puis quand il a vu ça, il a dit « Oh, c'est pas bon avec ce que je veux faire, moi, là. » L'autre demande d'accès à l'information que j'ai trouvée qui est intéressante, elle a été faite au M3S, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce ministère-là, la demande qui a été faite, c'est de produire le nombre de cycles, en fait, de dire quel nombre de cycles on utilisait pour les tests PCR. La réponse, elle est connue. La demande d'accès à l'information, elle a été faite, on ne sait pas par qui encore. Et comme tout le monde se pose la question depuis le début, puis le premier ministre ne le dit pas, moi, vous la donner la réponse. À moins que je comprenne mal, puis je vais aussi vous mettre le lien. Ça serait 45 cycles. Donc, ceux qui ont des connaissances, des compétences en matière de laboratoire, qui m'écoutent ce soir, ou si vous connaissez des gens qui ont des compétences, je vais vous mettre accès à ce document-là, puis vous demanderez à ces gens-là de le regarder pour voir si effectivement c'est 45 cycles. Parce que si c'est ce cas-là, là, n'oubliez pas que les mesures sanitaires sont toutes prises sur la base des cas. Puis plus on monte le cycle, plus on a de cas. C'est ça la patente. Puis encore, comme je dis depuis le début, qu'il y ait 1 million de cas, ça veut dire strictement rien pour moi. Ce qui veut dire quelque chose, c'est combien j'ai de cas qui est rentré à l'hôpital, pour quel motif? Est-ce qu'il est là seulement de façon préventive, ou est-ce qu'il est là parce qu'il faisait partie d'un groupe de travailleurs, puis qu'un dans le groupe a été déclaré infecté, puis que là, il faut checker tout le monde? Est-ce que ces gens-là qui sont hospitalisés, c'est ça? Est-ce que c'est des gens qui étaient en CHSLD, mais qu'avant d'y retourner, on leur fait faire une quarantaine de 14 jours?
Je ne sais pas parce que le premier ministre l'explique pas. On n'explique pas les hospitalisations. Puis après ça, l'autre chiffre magique, c'est le chiffre qu'on appelle des ICU, là, des soins intensifs. Intensive Care Unit. Alors ça, c'est l'autre chiffre qui est important. Puis après ça, le dernier qui est important, c'est le nombre de décès. Puis on le sait, le nombre de décès, là, il n'y en a presque pas. Puis le nombre de soins intensifs, il n'y en a presque pas. Puis le docteur Marquis, là, qui nous a... En fait, il y a plusieurs docteurs qui nous disent ça depuis le début. Venez à l'hôpital voir comment ça se passe. Hey, tous les hôpitaux sont loqués à double tour. Doc Marquis, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. André Lafrance, c'est mon nom. Je suis avocat. 287 rue Fisher-Nord. Mon adresse courriel, c'est andré-lafrance@hotmail.com. Mon téléphone, c'est 514-512-8787. Demain matin, j'y vais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous allez me montrer comment c'est stocké.